Pendant tout le XIIe siècle, Paris connaît un essor sans précédent. Mais le pouvoir royal des Capétiens reste fragile. Regardez cette carte. En violet, voici le domaine royal en 1180. Les hachures matérialisent ce que les historiens appellent les fiefs mouvants de la couronne. Et enfin en rouge, les territoires sous l'autorité d'Henri II Plantagenet, autrement dit, le roi d'Angleterre. Là, on le comprend bien, la menace anglaise est tout à fait réelle, tant sur le royaume que sur la capitale. Voilà pourquoi Philippe Auguste, le 7e roi capétien, décide de fortifier Paris. Longue de 5 km, haute de 9 mètres, percée d'une dizaine de portes, l'enceinte de Philippe Auguste compte plus de 70 tours et délimite un espace d'environ 250 hectares. Afin de mieux protéger la ville d'une attaque anglaise, Philippe Auguste fait aussi édifier la citadelle du Louvre. C'est un quadrilatère de plus de 70 mètres de côté et dont le donjon s'élève à 30 mètres de hauteur, ce qui permet de surveiller la Seine. Le poisson de la mer du Nord et de la Manche arrive par la rue Montmartre, les draps du Nord par la rue Saint-Denis, les céréales par la rue Saint-Honoré. Les marchés existants sont alors transférés rive droite et les halles de Paris sont créées en 1137 au carrefour des voies d'approvisionnement terrestres et fluviales. Les halles sont sans cesse agrandies et elles vont rester à cet emplacement pendant près de 900 ans jusqu'à leur démolition en 1971. Sur l'emplacement d'une grande église romane, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décide de l'édification d'une cathédrale dédiée à Notre-Dame. La première pierre est posée en 1163 et la construction va durer près de 2 siècles. L'édifice, de style gothique, est impressionnant. 40 mètres de large, 128 mètres de long. Notre-Dame peut alors accueillir près de 5000 fidèles, ce qui en fait l'une des plus vastes cathédrales de l'Occident médiéval. Donc avec Philippe Auguste, Paris s'affirme militairement, économiquement, mais aussi culturellement. Au début du XIIIe siècle, l'école ecclésiastique de Notre-Dame jouit d'une grande réputation et attire des étudiants venus de l'Europe entière, mais certains professeurs, désireux de se soustraire de la tutelle de l'évêché, vont s'installer rive gauche et fonder des écoles indépendantes. Et l'une des plus célèbres sera créée ici par Robert de Sorbon et deviendra la Sorbonne. L'enseignement dispensé en latin, langue commune à l'ensemble de l'Europe, va finir par donner son nom au quartier, le quartier latin. Le rayonnement de Paris se poursuit avec l'avènement de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Saint-Louis restaure la résidence royale et surtout fait édifier la Sainte-Chapelle. Commencée en 1243 et achevée en 5 ans, la Sainte-Chapelle est un joyau de l'architecture gothique et elle est construite pour abriter les plus précieuses reliques du royaume. Au lieu de la chrétienté, Paris connaît une poussée démographique sans précédent. 25 000 habitants en 1180, au début du règne de Philippe Auguste, plus de 200 000 un siècle et demi plus tard. Paris est alors la plus grande métropole d'Europe. Sauf qu'elle est 2 fois fragilisée. D'abord par un fléau, la peste noire, qui s'abat sur l'Europe et atteint Paris en 1348, faisant 80 000 victimes. Et puis d'autre part, la guerre de Cent Ans, qui oppose une fois encore la France à l'Angleterre. Entre le palais et la cathédrale, la cité était constituée d'un enchevêtrement de maisons à encorbellement, sillonnées par des rues tortueuses portant souvent le nom des corps de métier qui s'y regroupaient. La rue de la draperie, de la ganterie ou de la regratterie. Les déplacements étaient difficiles dans ces ruelles étroites, souvent boueuses, puantes et encombrées. Du fait des maisons avec leurs étages en encorbellement, les rues étaient sombres et mal aérées. De plus, les habitants déversaient par les fenêtres leurs eaux usées.
Il était donc prudent de se tenir loin du caniveau central, couvert d'un chapeau, et marcher le plus près des maisons pour s'abriter. On disait alors tenir le haut du pavé, ce que faisaient les personnages les plus importants, poussant les gueux vers le cloaque central.